l'arbre généalogique. Ouais. Alors, tu vois, mon grand-père, il est là. Ça fait 2 C'est mètres de haut. Roger. Ouais. Ok. Bon. Mais oui, parce qu'en fait, ils étaient pas mal de temps. Bah, je vois ça. Donc ça, c'est mon grand-père. D'accord ? Avril 2023. Ouais. On s'apprête à aller à une grande réunion de famille. J'essaie d'expliquer à mon mari qui est le descendant de qui était en Algérie, qui sera là à la réunion de famille, et je lis dans ses yeux qu'il est perdu. Bon, j'essaie de simplifier. Ma grand-mère maternelle, Odette, est née en Algérie. Mon grand-père, Roger, est le fils de Maurice. Il est l'aîné d'une famille de 7 enfants. Roger a lui-même eu 6 enfants, ma mère, mes oncles et mes tantes. C'est la branche de mon grand-père Roger qui se rassemble. Les frères et sœurs qui sont encore en vie, leurs enfants, leurs petits-enfants et leurs arrière-petits-enfants. Moi, je suis ravie, d'abord parce qu'on va enfin pouvoir se retrouver après avoir repoussé le rassemblement pendant 3 ans à cause du Covid, et également parce que je vais pouvoir aller à la pêche aux informations pour mon podcast. Ok. T'as compris ? Pas trop, mais bon, ça va venir. Mais c'est vrai, ce qu'il faut dire, c'est que papa et maman n'ont jamais beaucoup parlé d'Algérie. Servez-vous à boire et à manger, hein. Ce que j'ai vécu, moi, je vais vous le raconter. Je trouve que, évidemment, les pieds noirs avaient quand même des idées un peu arrêtées. Et c'est moi qui lui remets le bouquet de fleurs à De Gaulle. Bon, après, on sait ce qui s'est passé, hein. Enfin, on longeait sur un trottoir en ville et on entendait des mitraillettes. Quand on est arrivé, papa, on n'a pas sauté au plafond, hein. Et du coup, toi, tu te sens quoi ? Ben moi, je suis pied noir et corse et français. D'avancer quoi. Moi je pense que j'ai gardé la culture du terrain, de la terre, de cultiver, d'avancer comme ça. Cet épisode s'intitule « La vie là-bas, une vie de paysan et une guerre mondiale ». Il y a une photo que j'aime beaucoup de mon grand-père. On le voit posant l'air sérieux devant un attelage composé de 6 chevaux qui tirent ce qui semble être une charrue. Il est jeune, moins de 25 ans je dirais. Il est grand, il porte des bottes en cuir, une veste en laine à carreaux, une casquette de paysan. Il est beau, il est assez classe dans sa posture, ce qui tranche avec l'attelage derrière lui qui semble d'un autre âge. On doit être quelque part dans les années 40 et on est très loin de ce qui est montré à la télévision à l'époque. Par exemple, il y a cette vidéo des actualités françaises qui m'a beaucoup marquée. Elle date de début 1949. Le reportage fait la promotion de la souscription des bons d'équipement, l'emprunt lancé par le gouvernement général de l'Algérie pour, je cite, financer un ensemble de grands travaux vital pour l'avenir du pays. Les images montrent à quel point l'agriculture est modernisée en Algérie grâce à la colonisation. Cette ville-ci, cette cité pauvre, aux maisons resserrées et comme agglutinées sur la colline, elle portait le même nom que cette moderne capitale d'un pays qui compte aujourd'hui plus de 9 millions d'âmes. 50 ans d'efforts patients, de labeur tenace, ont réussi ce miracle et fait d'Alger, port méditerranéen, la porte de 2 continents. En 50 ans, le progrès a bouleversé sur cette vieille terre nord-africaine les méthodes archaïques, héritage des très anciens âges. Aujourd'hui, les machines tournent, les moteurs ronflent, les routes s'ouvrent dans tout le pays. Au niveau modernisation de l'agriculture, la réalité était moins glorieuse. Ça, je l'ai découvert grâce aux recherches de la cousine de ma mère. Il y a une quinzaine d'années, Pascal a essayé de comprendre ce qu'était la vie de son père en Algérie,
lui qui est décédé relativement jeune et qui n'a pas beaucoup raconté sa jeunesse. Elle a recueilli beaucoup de témoignages de personnes qui sont décédées depuis, et le texte résumé de ses recherches m'a été très précieux pour reconstituer certaines pièces du puzzle. Par exemple, on y apprend que justement, une des motivations de mon arrière-grand-père Maurice pour s'installer en Algérie, c'était l'envie de moderniser les techniques agricoles. Je m'explique. Maurice avait fait son service militaire au Maroc, près de la frontière algérienne et de la ville de Colomb-Béchar, la ville algérienne qui s'appelle aujourd'hui Béchar tout court. Il y avait vu des techniques agricoles modernisées. En rentrant chez lui en Haute-Savoie, à Serraval, il a essayé de convaincre son père que c'était une bonne idée de se moderniser pour gagner en efficacité. Par exemple, en achetant un terrain dans une zone plus plate pour utiliser des machines. Son père a refusé la modernité, donc Maurice a fait sa vie de son côté. Il a décidé de partir en Algérie avec sa femme Blanche et leurs 3 enfants, la sœur de sa femme Léontine, son mari et leurs 2 enfants, ainsi qu'un cousin très éloigné, Raymond, avec sa femme et son fils. En 1929, une 3e sœur les rejoint, elle s'appelle Alice et elle arrive en Algérie avec son mari et sa fille. Pour une petite remise en contexte, en 1926 en France, Gaston Doumergue est président de la République, 3 présidents du Conseil se succèdent, Aristide Briand, Édouard Herriot pendant 2 jours, puis Raymond Poincaré. C'est aussi l'année du premier tour du monde à moto et de l'inauguration de la Grande Mosquée de Paris. Coco Chanel présente sa petite robe noire dans Vogue, Claude Monet décède et Valéry Giscard d'Estaing naît. Bref, en 1926, Maurice et Blanche avaient 3 enfants, dont mon grand-père qui avait 3 ans. Ils auront 4 enfants de plus en Algérie. Quand ils sont arrivés là-bas, Maurice, qui rappelons-le voulait moderniser l'agriculture, a dû être très déçu. Parce que des tracteurs là où ils étaient, il n'y en avait pas. Pour démarrer, Maurice et sa famille ont bénéficié de la solidarité de cousins éloignés déjà installés là-bas. Ils ont prêté des semences et des charrues. Maurice a acheté des chevaux de trait, et ils ont travaillé avec des chevaux au moins jusque dans les années 40 si on en croit cette photo de mon grand-père que j'aime tant. Les familles de Maurice et ses belles-sœurs vivaient à Faidherbe, qui comptait à l'époque environ 70 habitants, visiblement tous des Européens. Ce village, appartenant à la commune de Tiaret, a été officiellement nommé Faidherbe par décision du gouverneur général d'Algérie le 7 juillet 1913. Faidherbe, comme le nom du général français qui a notamment servi pendant la conquête de l'Algérie. Ce lieu s'appelle aujourd'hui Carman. Pour améliorer les conditions financières de la famille, Maurice fait aussi des travaux de maçonnerie. C'est lui qui a construit le transformateur électrique de Faidherbe qui était encore debout en 2006. Il faisait aussi des travaux agricoles pour ses voisins. Faidherbe, ou Carman donc, est une localité située à quelques kilomètres à l'est de la ville de Tiaret, à environ 1000 mètres d'altitude, dans l'Atlas télien. Une région avec un climat continental plutôt fertile et boisé de cyprès et de pins d'Alep. Oran est à l'ouest, à 230 km, et Alger est au nord-est, à 280 km. Tiaret est l'une des principales villes des hauts plateaux algériens, et cette zone s'appelle aussi le plateau du Sersou. Mon grand-père avait 5 frères et une sœur, Georgette. Elle vivait dans le Var, à 1h30 de l'endroit où j'ai grandi. Une sacrée personne, elle aimait rire, elle cuisinait merveilleusement bien, mais ne mangeait quasiment rien. Georgette, je lui ai posé mes questions trop tard. Elle avait déjà beaucoup perdu la mémoire. Malgré ça et les décennies qui ont passé, j'ai senti que raconter sa vie en Algérie était encore douloureux. T'es né en quelle année? 1931. Jusqu'à la 6e, j'étais à Faidherbe. Et c'était qui vos voisins à Tiaret? C'était toujours des amis, puis il y avait de la famille. Les Favre, tout ça, c'était de la famille. Il y avait beaucoup les sœurs de ma mère qui étaient mariées là-bas. Qu'est-ce que vous aviez comme animaux? Des chevaux, des moutons, des vaches, tout. Vous aviez des chevaux aussi? Ah oui. Pourquoi faire les chevaux? Mon père, c'est lui qui mettait... Parce que maintenant, c'est tout, mécanisé. Tandis qu'avant, on faisait tout avec les chevaux. Hein. Puis ils avaient un attelage et le matériel derrière. On cultivait de tout. Hein. Il y avait de la vigne, il y avait du blé, il y avait de tout. Hein. Vous faisiez du vin? Oui. Déjà? Oui, on le portait à la cave, c'est tout qu'il faisait, mais on portait des légumes aussi?
Ou pas? Oui, on faisait des légumes. Des pommes de terre, des choses comme ça? Tous, les pommes de terre, des carottes, des navets, tu sais, on nourrissait, on était quand même 7, hein, les gosses, on fait 7 enfants. Puis, ça, c'était le potager pour vous? Oui, oui, pour nous. Hein. Et après, vous aviez des vaches aussi, t'as dit? Oui. Ça, c'était pour la viande? Ah, pour le lait? Pour le lait surtout. D'accord. Et après, j'étais à Rodizane. C'est quoi les souvenirs que t'as du pensionnat? Oh, c'était super. Hein. On s'accordait tous bien. Puis le samedi et dimanche, on faisait beaucoup de sport. Et toi, tu parlais arabe? Ah oui. Mais t'as oublié aussi? Oh, j'ai quelques mots encore, mais je n'aurais pas une conversation maintenant. Hein. Tandis qu'avant, oui, j'en avais. Ouais. Mais l'école, c'était en français? Non, c'était tout en français. Hein. Vous saviez pas l'écrire, l'arabe, du coup? Non. Vous le parliez et... Maintenant, l'écrire, c'est dur. Hein. Et après le brevet, t'as fait quoi alors? Je suis revenue à la maison hein, parce que maman est décédée, c'est moi qui me suis occupée de tout le monde. Hein. Elle est morte un mois avant mon brevet, mais ils m'ont laissé finir pour que je passe mon brevet. Hein. Et tu sais de quoi elle est décédée, ta maman? Je me rappelle pas. Non, je me rappelle pas. Je me rappelle de plus rien maintenant. Là. Si tu étais venu il y a 2 ou 3 ans, ça va, mais là, maintenant, plus ça va et moi, je sais plus du tout. Mais de toute façon, la pauvre, hein, moi, enfin, quand elle est décédée, j'avais 15 ans seulement. Après, c'est moi qui ai pris la relève. Hein. J'ai toujours aimé cuisiner, moi. Hein. Mais où est-ce que tu avais appris à cuisiner? Avec elle. Avec ta maman? Qu'est-ce qu'elle t'avait appris, tu te souviens? Tout, les desserts, les sauces, parce qu'on faisait des gros plats. Hein. On ne pouvait pas faire des beefsteaks à chaque fois. Hein. Tous les dimanches, on faisait un dessert. Hein. Ça, avec ma mère, on faisait toujours un dessert. Et après, moi, j'ai pris l'habitude et je faisais toujours un dessert. Hein. Georgette a passé sa vie à faire la cuisine. Ça, je m'en suis rendu compte plus tard, quand j'étais adulte. Elle a fait la cuisine pour son père et ses 6 frères, puis elle s'est mariée et elle a cuisiné pour ses fils, puis ses petits-fils, puis ses arrière-petits-enfants. Comme beaucoup de femmes de sa génération partout dans le monde et comme ma grand-mère. Pour la pâte, 450 grammes. Pendant le confinement du Covid, ma mère et ma tante ont décidé de retrouver les recettes qu'elles préféraient de ma grand-mère. Elles ont demandé à leurs frères et sœurs de leur envoyer les recettes préférées de leur mère et elles les ont toutes refaites, une ou plusieurs fois, pour trouver la recette exacte. Remplir un livre de recettes n'a pas été très difficile. Ce qui a été difficile, en revanche, ça a été de trouver 4 photos de ma grand-mère sur lesquelles elle ne se cachait pas de l'objectif. Visiblement, Mamie Odette, c'est son nom, n'aimait pas les appareils photos. Et dans ce fameux livre se côtoie un mélange hétéroclite de plats. Des recettes bien franchouillardes, comme la pâte à choux ou la tarte au citron, des recettes algériennes, le couscous, les macroutes, des koudjoulel ou délicieux biscuits corses au vin blanc, des recettes espagnoles comme les mantecaos ou les migas. C'est exactement ce qui caractérise la cuisine pied noir. Wikipédia en fait la description suivante. On peut considérer que la cuisine pied noir est une combinaison des cuisines des 3 communautés musulmanes, juives et chrétiennes, sorte de melting pot gastronomique. On y retrouve des apports de la cuisine maghrébine, arabe et berbère, et orientale, turque, juive berbère et séfarade, européenne latine, française, maltaise, espagnole et italienne. Plus loin, Wikipédia se fait même un peu sociologue. Pour beaucoup de pieds noirs, la cuisine reste le seul lien inextinguible avec le soleil et les parfums et senteurs de leur terroir d'origine, représentatif d'un régionalisme sans terre, au contraire de celle des autres Français. La table reste un lieu de convivialité, d'hospitalité, de joie de vivre où la famille méditerranéenne se retrouve comme une tribu. Cette tradition culinaire, fixée par les grands-mères, risque de disparaître quand les derniers pieds noirs seront décédés. Au moins, les recettes de Mamie Odette sont à présent gravées dans le marbre. Revenons à la vie de mon grand-père en Algérie. Les souvenirs de Georgette sont un peu parcellaires, mais les recherches de ma cousine Pascale m'éclairent sur l'activité agricole qu'il menait. En fait, la famille avait coupé le lot de terre en plusieurs terrains. Sur ces terrains, il cultivait du blé 1 année sur 3. La 2e année, il laissait en préparer, ce qui signifie qu'il retournait la terre et la laissait se reposer. Et la 3e année, il faisait pousser des melons ou des pastèques, ou des pois chiches et des lentilles. Il cultivait aussi de l'avoine. Le seul engrais utilisé était le fumier des bêtes. Les rendements de blé étaient de 2 à 12 quintaux par hectare. Les écarts de rendement s'expliquaient évidemment par les conditions météo ainsi que les ravages de la rouille certaines années. C'est une maladie du blé, peu fréquente, mais qui peut détruire la moitié de la récolte. Il possédait également des vaches et des troupeaux de moutons, et pour la transhumance, il les emmenait aux portes du désert, à 270 km, près de Lagouat.
La Gouatte, c'est une ville au nord du Sahara, une des portes du désert. Là-bas, les moutons étaient pris en charge par des chameliers. Et puis, en 1939, la Seconde Guerre mondiale a éclaté. Et alors là, c'est le noir complet, même dans les témoignages recueillis par Pascal. Mon grand-père ne m'a jamais parlé de la Deuxième Guerre mondiale, comme si cette période avait été effacée par ce qu'il avait vécu ensuite. Ou alors, c'est juste son caractère gai et optimiste. Maintenant que j'y pense, en fait, mon grand-père ne m'a jamais raconté aucun souvenir négatif, pas même l'arrivée en France. J'ai réalisé tard que, comme beaucoup, il avait été appelé et il a participé au conflit. Pour être précise, il a intégré le 66e régiment d'artillerie d'Afrique. J'ignorais aussi à peu près tout de ce qu'il s'était passé exactement sur le sol algérien entre 1939 et 1945. En fait, le statut de l'Algérie française au début de la Deuxième Guerre mondiale est le même que celui de la France de Vichy. L'Algérie est placée sous l'autorité du gouvernement pétainiste. Dans Défense et colonies dans la mode atlantique, Christopher Griffin affirme qu'en juin 1940, le gouverneur général d'Algérie, Georges Lebeau, et le commandant militaire de l'Afrique française du Nord, le général Charles Noguès, ont essayé de convaincre Pétain d'engager une retraite à Alger et de poursuivre la lutte depuis là-bas. De Gaulle, qui était colonel puis général de l'armée française, avait envoyé des télégrammes à Noguès le 19 et le 24 juin 1940 pour établir la résistance depuis l'Afrique du Nord. Il souhaitait continuer la guerre alors que le 16 juin, Pétain accède au pouvoir et veut signer l'armistice avec les Allemands. L'ouvrage explique. Il semble que Noguès avait l'intention de résister jusqu'au 25 juin, mais il a renoncé au dernier moment pour être solidaire du gouvernement de Vichy et parce qu'il avait peur des émeutes parmi les Algériens. Finalement donc, l'Afrique du Nord est restée sous contrôle du gouvernement de Vichy jusqu'en novembre 1942, date à laquelle les Alliés ont débarqué dans le cadre de l'opération Torche et sous le commandement du général américain Eisenhower. Cette opération, c'est une histoire incroyable et un des tournants de la guerre. Dans la nuit du 7 au 8 novembre 1942, 39 avions décollent d'Angleterre. Ils parcourent plus de 2000 km. Il y a 556 parachutistes à bord. Ils survolent l'Espagne neutre, puis les avions sont séparés en raison d'un vent fort. Ils larguent finalement les parachutistes à plusieurs endroits du Maroc et d'Algérie. Dans certaines villes d'Afrique du Nord, les sirènes retentissent pour la première fois. C'est la guerre qui est arrivée chez eux. Les Américains ne savent pas comment vont réagir les autorités locales et la population. L'opération a été planifiée avec l'aide des réseaux de résistance locaux, mais la résistance est relativement peu organisée. Elle est aussi dans une grande mesure le fait de jeunes juifs. Dans le documentaire Juifs d'Algérie, la résistance oubliée, Bernard Georges raconte que sur les 377 résistants ayant participé à la libération d'Alger, 315 étaient juifs. Cet engagement des Juifs dans la résistance et leur statut particulier, j'y reviendrai plus tard dans le podcast. Toujours est-il qu'après le largage des parachutistes, ce sont 107 000 hommes, américains et britanniques, transportés par 110 navires qui débarquent sur les côtes du Maroc et de l'Algérie. En Algérie, ils débarquent dans les régions d'Oran et d'Alger. Grâce à l'action des 377 résistants algérois, les principaux chefs des forces armées locales sont arrêtés, dont le général Join, commandant en chef des forces en Afrique du Nord, et l'amiral Darlan, commandant en chef de l'armée française, qui se trouve être en Algérie à ce moment-là. Dans les autres lieux du débarquement, la bataille est plus rude. Les forces de Vichy se battent contre les Alliés, et les Allemands, en réponse au débarquement en Afrique du Nord, décident d'occuper l'ensemble de la France. La zone sud disparaît le 11 novembre 1942. C'est aussi le point de départ de la lutte entre les Alliés, les Allemands et les Italiens en Afrique. Mais je m'égare. Finalement, après l'opération Torche, l'Afrique du Nord demeure partiellement sous le régime de Vichy. Et c'est le 3 juin 1943 que l'Algérie passe officiellement sous le contrôle du Comité français de libération nationale, le CFLN, et donc du côté des Alliés. Ce comité est né de la fusion entre les deux autorités françaises alors présentes en Algérie. Le Comité français national de Londres, dirigé par le général de Gaulle, et le commandement en chef civil et militaire d'Alger, dirigé par le général Giraud. En septembre 1943, une assemblée consultative provisoire est créée, toujours à Alger. C'est un parlement de résistance. Bref, Alger est devenue la capitale provisoire de la France libre et le gouvernement y restera jusqu'à la libération.
Mais qu'est-ce que ça veut dire exactement que mon grand-père a fait partie du 66e régiment d'artillerie d'Afrique ? J'ai mis beaucoup de temps à trouver des informations. J'ai passé des heures à me perdre dans les méandres de l'artillerie française et de la Deuxième Guerre mondiale. Au passage, j'ai trouvé l'avis d'obtention du certificat d'études de mon grand-père dans la dépêche algérienne datée du 17 juin 1936. Ça n'a rien à voir, mais ça m'a fait sourire. De fil en aiguille, j'ai quand même fini par trouver des informations sur ce fameux 66e régiment d'artillerie d'Afrique. En fait, c'est un des 20 régiments d'artillerie d'Afrique qui existent au début de la Seconde Guerre mondiale. Ces régiments étaient en majorité formés par des personnes d'Afrique. En Algérie comme en France, la mobilisation date du 2 septembre 1939. Une partie de ces régiments d'artillerie d'Afrique a été transportée en France sur le front nord-est, où ils ne parviennent pas à arrêter les blindés allemands. On est en juin 1940. Le 66e régiment d'artillerie d'Afrique est dissous ou fait prisonnier. Il sera reconstitué le 15 septembre 1940 à Oran et Tlemcen. Après le débarquement de l'opération Torche en 1942, les différents régiments d'Afrique du Nord forment l'armée d'Afrique qui est fusionnée avec les forces françaises libres pour devenir l'armée de libération. Mon grand-père a été mobilisé en 1943, l'année de ses 20 ans. Avec son régiment, il a débarqué en Provence en août 1944, comme plus de 250 000 soldats. L'opération a été menée par les forces américaines et françaises sous les ordres du général de Lattre de Tassigny. Les troupes qui débarquèrent alors étaient parties d'Afrique du Nord, de Corse et d'Italie du Sud, et elles étaient formées à 80% de soldats de l'armée d'Afrique, des Maghrébins pour la moitié, des Pieds-Noirs pour un tiers, et le reste venait principalement d'Afrique subsaharienne, où étaient des Français de métropole. On dit que la majorité des soldats qui ont débarqué en Provence foulaient le sol de la France métropolitaine pour la première fois de leur vie. Pour mon grand-père, ce n'était pas la première fois puisqu'il y était né, mais je doute qu'il avait des souvenirs de la France qu'il avait quittée à l'âge de 3 ans. Après la libération de la Provence, mon grand-père a fait partie d'un groupe de son régiment qui a rejoint la première armée française. C'est le nom qui est donné aux différentes unités placées sous l'ordre du général de Lattre de Tassigny et assignées à la libération du territoire français. Cette armée est aussi surnommée Rhin et Danube. Rhin et Danube. Ce surnom, ça paraît être un détail. Mais en fait, c'est en partie grâce à lui que j'ai pu remonter le fil de l'histoire. Je m'explique. Ma tante Joëlle s'est souvenue que c'est à un repas de l'association Rhin et Danube que mon grand-père a fait la rencontre de sa compagne après la mort de ma grand-mère. Grâce à ce petit détail insignifiant, et grâce aussi aux médailles de guerre qu'il avait conservées, on a pu comprendre ce qu'il avait fait pendant la guerre. Bref, la première armée française est remontée le long de l'est de la France pour libérer les territoires petit à petit. Cette armée a compté, selon les périodes, entre 200 et 300 000 soldats, et elle a été rejointe par des résistants français, les hommes des FFI. L'historienne Claire Miot donne la composition de la première armée française en mars 1945. Elle est composée de Français à 67%, de Maghrébins à 29%, le reste des effectifs vient surtout d'autres colonies françaises. Après les combats de la campagne d'Alsace, en avril 1945, le Rhin est franchi, puis la Forêt-Noire, puis Stuttgart, etc., jusqu'à la reddition de l'Allemagne. Mon grand-père est allé jusqu'au lac de Constance, et il était radio, c'est-à-dire qu'il portait un poste de radio pour les communications. Les autres frères de mon grand-père étaient trop jeunes pour être mobilisés, sauf Fernand, qui s'est engagé de façon volontaire dans l'armée comme aviateur en 1942. Fin 1944, le père de Roger et Fernand écrit cette carte postale à son frère René qui vit à Annecy et lui donne des nouvelles de ses enfants. Fait d'Herbe, le 13 décembre 1944. Ces quelques lignes pour vous donner de nos nouvelles qui sont toujours bonnes ainsi que la santé. Tout irait bien si cette maudite guerre finissait. J'espère que cette carte vous trouvera tous en parfaite santé. Je pense qu'il n'y a personne de mobilisé chez vous. Vous n'avez pas dû passer une vie bien agréable depuis 2 ou 3 ans. Les privations ont dû se faire sentir, surtout en ville. Mais enfin maintenant ça doit commencer à aller mieux. Sur votre réponse, vous nous donnerez des détails sur vos occupations et des nouvelles des familles Anoudry, Berthier et Dupont. Ici, la vie n'a pas été trop dure, surtout en campagne. Voilà plus de 2 ans que Fernand est parti. Il a fait un stage d'élève pilote de 10 mois en Amérique. Il doit revenir ces temps-ci en Afrique du Nord. Roger est mobilisé depuis le 1er février 1943. Nous avons de bonnes nouvelles de lui. Il est dans l'artillerie et il est dans l'est de la France. Marcel est avec nous. Il a quitté l'école après avoir eu ses 2 examens. Il ne va pas tarder à partir,
Et là, j'arrive pas vraiment à lire. Georgette est dans une école libre à Rolisane. Léon va à Tiaret et les 2 autres ici. La famille est bien tranquille. Toute la famille se joint à moi pour vous adresser nos meilleurs vœux pour 1945 et surtout, bonne santé. À bientôt de vos nouvelles, nous vous embrassons. Maurice. Mon grand-père est démobilisé en 1946. Il rentre chez lui à Féderbe. Il a 23 ans. Sa mère décède le 8 décembre 1946. Blanche Richarme avait 45 ans. Ses 7 enfants sont alors âgés de 7 à 23 ans. Le plus jeune d'entre eux, c'est Joseph. Dans le train pour aller interviewer Joseph, je me pose beaucoup de questions. Il est le seul frère de mon grand-père encore en vie et il n'a pas perdu la mémoire contrairement à Georgette. Est-ce qu'il acceptera de répondre à mes questions ? Est-ce que je vais pouvoir, grâce à lui, un peu mieux appréhender l'ambiance, le contexte, leur état d'esprit en Algérie ? Qu'est-ce qui lui reste à lui comme souvenir, si longtemps après ? À suivre.